Alors, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille, créatrice de Vénus et Amazon. Bonjour Camille. Salut Linda. Alors Camille, tu es propulseuse de femmes hypersensibles et tu les aides à être épanouies dans leur vie professionnelle. Voilà. Donc, Exactement. j'ai fait ma petite introduction. Maintenant, je vais te laisser te présenter, nous expliquer quel a été ton parcours. Pas de souci, avec plaisir. J'adore toujours raconter mon parcours. Et ben déjà, moi, il faut savoir que j'ai fait des études assez banales, entre guillemets, parce que j'ai fait une école de commerce, en fait. J'ai commencé avec un BTS, puis un bachelor et un master, donc en marketing du luxe. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, pendant ces études, en fait, j'ai pu faire différents stages. Et ça a été un peu ma première expérience dans la vie professionnelle, finalement, sur le marché du travail. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu pas mal d'expériences un peu moins bonnes, en tout cas par rapport à ce que j'imaginais. Souvent, on a tendance à idéaliser un peu le marché du travail parce que quand on est étudiant, on a envie d'être indépendante financièrement, etc. Donc, on a vite envie de travailler. Et du coup, moi, je pensais vraiment trouver ma voie très rapidement, enfin, école de commerce, comme tout le monde, etc. Surtout qu'en plus, à 18 ans, je ne savais pas forcément vers quoi m'orienter. Donc, c'est un peu mes parents qui m'ont aidée, qui m'ont dit qu'il y avait la fille de leurs amis qui avait fait une école de commerce, etc. Donc, pourquoi pas moi, finalement. Et au moins, ça ouvre pas mal de débouchés. Évidemment, à 18 ans, on n'a pas forcément encore les idées très au clair sur qui on est, sur ce qu'on a envie de faire plus tard, finalement, parce qu'on se dit finalement oh mince, il faut que je choisisse un métier pour la vie. Mais alors en fait, pas du tout. Rien n'est ancré dans le marbre, et c'est pas parce qu'on fait des études qu'on est obligé de suivre ces études et de faire le métier qui va avec ces études. Donc pour revenir à mon parcours, du coup, effectivement, ces stages, je me suis pris quand même pas mal de claques parce que je me suis pas plu du tout. Je me sentais pas du tout à ma place. J'arrivais pas forcément à m'intégrer dans les équipes. Je me sentais toujours très à l'écart, différente, etc. Je n'aimais pas du tout les missions. Rien n'accrochait et surtout, en fait, j'y trouvais pas de sens. Et à la fin de mes études, donc moi, mon rêve, en fait, depuis collège-lycée, ça aurait été d'être directrice marketing, par exemple, chez Chanel à New York. Là, par exemple, tu m'aurais vraiment fait rêver. Mais en grandissant, mûrissant, etc., je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et effectivement, le luxe, moi j'adore le luxe en général, le savoir-faire, les belles choses, etc. C'est vraiment agréable pour moi. Mais je me rends compte que derrière les paillettes, il y a vraiment un monde tout autre, clairement, et qui ne me correspondait pas du tout. Mais du coup, je voulais vraiment aller au bout de mon projet et travailler dans le luxe. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en Suisse, donc dans une maison horlogère pendant 6 mois, donc j'ai pas du tout aimé. En plus, je suis arrivée dans une crise horlogère où on virait les gens à tour de bras, clairement. Il y avait des gens dans mon service qui pleuraient tous les jours, etc. Enfin, c'était pas du tout une première impression positive, on va dire, du monde du luxe. Mais ça m'a quand même beaucoup servi, dans le sens où ça m'a appris ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas encore ce que je voulais. Et donc, du coup, la Camille persévérante a continué finalement jusqu'au bout des choses parce que je voulais vraiment me dire donc, ok, Camille, c'est pas du tout fait pour toi, mais tu ne peux pas te rendre compte des choses au bout de 6 mois. Donc, j'ai continué. Pareil, j'ai fait un deuxième stage de fin d'études parce qu'il n'y avait pas pour l'instant d'embauche en fait dans le milieu où j'étais. Donc, ils m'ont reproposé un stage et cette fois-ci dans une autre maison de luxe, donc joaillerie, horlogerie, à Paris cette fois. Et là, ça a été un peu la goutte d'eau vraiment qui a fait déborder le vase. Et du coup, en fait, j'ai fait un burn-out. Et effectivement, je terminais des fois à 23 h le soir. Je ne mangeais plus. J'ai perdu 7 kilos en l'espace d'un mois et demi. J'ai même contracté un zona à cause du stress. Et quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit une phrase qui m'a un peu remuée. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez connu un traumatisme émotionnel dernièrement? Et je lui ai dit, non, je suis juste en stage de fin d'études. Et il m'a dit, il m'a regardé, vous n'y retournerez pas. Voilà. Donc, il m'a mis en arrêt maladie parce que j'étais vraiment au fond du trou. J'étais, je pense, à la limite de la dépression. Donc, pour une hypersensible qui ressent les choses fois 1000, forcément, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et j'étais hyper investie, etc. Mais en fait, il y a un moment, mon cerveau m'a dit stop,
Il m'a dit complètement, il faut arrêter, sinon je vais craquer. Et forcément, il a craqué et je suis rentrée chez mes parents à ce moment-là parce que du coup, j'avais vraiment besoin de me reposer. Et comme je suis peut-être un peu maso sur les bords, je me suis dit, bon, je vais retenter autre chose, toujours dans le lit, mais cette fois-ci avec un peu plus d'humain, de terrain aussi, parce que j'étais beaucoup dans les bureaux et rester assise à un bureau toute la journée, j'en avais vraiment marre. Donc, j'ai trouvé un CDD de 6 mois dans une autre maison, dans un autre groupe, du coup, donc plus trop maroquinerie, prêt-à-porter, etc. Là, j'étais au service expérience client, donc c'était déjà beaucoup mieux parce que je rencontrais des gens tous les jours, etc. Donc, c'était vraiment une expérience qui m'a un peu plus plu, mais très routinière, très redondante, toujours circulaire, toujours les mêmes choses, etc. Et je me suis dit non, vraiment, c'est pas fait pour moi, j'ai tout testé, donc là, j'arrête. Et j'avais en fait en tête j'avais toujours eu envie, on va dire, de créer ma boîte et d'être indépendante. Et du coup, en fait, j'avais pour projet à ce moment-là, donc il faut savoir déjà que j'étais vraiment vidée d'énergie à ce moment-là, fatiguée, etc. Et je pense que j'avais vraiment besoin de repos, sauf que forcément, plus on se sent faible, plus en fait on part dans tous les sens, plus on s'éparpille complètement et on a envie au contraire de réenchérir et pas du tout de se poser, alors que c'est vraiment ce dont on aurait besoin. Et du coup, j'avais pour projet de créer ma propre marque de lingerie grande taille en matière éco-responsable. Sauf qu'en fait, je m'attaquais vraiment à une montagne et j'avais pas du tout les épaules ni l'énergie en fait à ce moment-là pour finalement concrétiser le projet. Donc j'ai tout abandonné et je suis vraiment rentrée chez mes parents. J'ai lâché mon appartement à Paris et en fait j'ai enfin pris le temps pour moi. Et pareil, encore une fois, toujours en arborescence, je cherchais des choses à faire, peut-être reprendre une formation, etc. Donc, je m'intéressais déjà beaucoup au bien-être, au développement personnel, à l'écoute des autres. J'aimais beaucoup aider les autres, même dans mon entourage, c'est toujours vers moi que les gens se tournent quand ils ont besoin de se confier, etc. Et j'adore ça, finalement. Donc, je me tournais un peu vers la sophrologie. Mais mes parents, du coup, m'ont dit non, mais tu vas pas reprendre des études, tu as fait 5 ans d'école de commerce, en plus, la sophrologie, c'est hyper bouché, tu vas pas gagner ta vie, etc. Donc, forcément, croyance limitante. Et j'étais hyper fragile et très sensible à ce moment-là, donc forcément, j'ai écouté. En fait, je suis arrivée un beau jour et je me suis dit, en fait, je ne sais pas quoi faire de ma peau. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas vers quoi me tourner. Je suis perdue. Et du coup, miraculeusement, je suis tombée sur une page Instagram justement de coach, coach carrière, justement. Elle, c'est l'intitulé qu'elle se donnait. Qui proposait justement des programmes un peu bilan de vie, bilan de compétences pour aider les gens à trouver leur voie professionnelle. Je me suis dit, j'ai pris comme un signe. Je ne me suis même pas posé la question, j'ai foncé. Parce que j'étais tellement en détresse et au fond du seau que je me suis dit, ça ne veut que m'aider, en fait. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Donc, je me suis embarquée là-dedans pendant 3 mois d'accompagnement. Et ça a été en fait vraiment une bouffée d'oxygène, clairement. Parce que je sais que j'avais besoin d'aide à ce moment-là et que mes parents n'étaient pas capables de m'aider, que mon copain n'était pas capable de m'aider non plus, que mon entourage n'était pas capable de m'aider. Je me retrouvais seule et finalement, ces personnes-là m'ont tendu la main et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, je suis partie dans une introspection très profonde pendant 3 mois. Ça m'a vraiment appris à me connaître, à reprendre confiance en moi, en mes capacités. Et surtout, ça m'a vraiment amenée vers un projet qui me correspondait plus, donc plus humain, plus de sens, etc. Donc, à la fin de ce coaching, je me suis plutôt dirigée vers le commercial, finalement, et vers le côté start-up. Donc, jeune et dynamique, donc rien à voir avec ce que j'avais connu avant. Mais si je me suis dirigée vers ça, c'est parce que je n'étais pas encore prête à voir ma vraie mission de vie. Parce que j'avais encore des croyances, des peurs, notamment la peur du manque d'argent. Donc, c'est pour ça que je me dirigeais encore vers le salariat. Alors qu'en début de coaching, je disais, c'est fini le salariat, je ne veux plus du tout. Mais finalement, je suis quand même retournée et j'ai démissionné au bout de 6 mois. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que c'était à Nice, parce que mon copain habitait à Nice. Donc, je me suis dit, j'ai cherché du travail là-bas. Je me suis dit que ça peut vraiment être sympa pour se rejoindre, tout simplement. Et du coup, voilà, je suis restée 6 mois dans cette start-up, j'ai démissionné et je me suis dit, c'est bon, là, j'ai fait le chemin qui me restait à faire, j'ai vu ce que je devais voir et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que ma vraie mission de vie, en fait, est-ce que mon talent à moi, c'est d'aider les gens.
et que j'adore le faire. Je me sens complètement à l'aise avec ça. Je ne vois pas le temps passer quand j'écoute les gens, quand ils se confient à moi, etc. Et j'avais vraiment en fait envie d'aider les femmes comme moi, au fond du trou dans leur vie professionnelle, à trouver vraiment le métier qui leur correspond. Parce qu'en fait, à l'école, on ne nous apprend pas à être vraiment nous-mêmes, à être unique. On ne nous apprend pas nos talents, nos qualités. On ne nous apprend pas à s'assumer et surtout à s'affirmer. Et je trouve que c'est tellement du gâchis parce qu'il y a tellement de potentiel en chacune de nous que on devrait toutes en fait passer par une introspection, par du développement personnel, par quelqu'un qui nous aide justement à atteindre un peu le Graal d'être épanoui dans son travail, parce que c'est pas censé être une option, ça doit même être un devoir, une obligation. Et c'est pour ça, du coup, que de fil en aiguille, en fait, je me suis dirigée justement vers le coaching, parce que c'était vraiment ce qui me semblait être le plus collé à ma personnalité. Vraiment d'aider les gens à passer de leur situation actuelle à une situation désirée. Donc c'est pour ça que j'ai repris une formation du coup en janvier 2020, donc très récemment, et que j'ai créé Vénus et Amazon du coup, parce qu'en plus de ça, je crois justement en fin d'année 2019, octobre-novembre, je discute beaucoup avec la maman de mon copain, donc ma belle-mère, qui est elle art thérapeute, qui a connu plein de choses dans sa vie. Enfin, c'est une femme très riche finalement, qui a beaucoup de choses à apprendre. Et en lui parlant de mon parcours, de mon histoire, de certaines expériences, etc., et surtout de mes comportements, du fait que je me sentais vraiment incomprise, elle m'a dit, mais tu sais Camille, tu devrais un peu te renseigner sur tout ce qui est HPI, HPS, donc au potentiel sensoriel, zèbre, hypersensibilité, parce que je ressens une vraie hypersensibilité en toi. En tout cas, moi, je suis une conférence en ce moment, donc si ça t'intéresse, je peux te donner quelques pistes. Et effectivement, en fait, quand elle m'a montré ça, ça m'a vraiment fait un choc, mais aussi un soulagement, parce que j'avais enfin mis un mot sur moi, finalement. Quand on ne comprend pas certains comportements et quand les autres ne comprennent pas certains comportements qu'on peut avoir et qu'on lit finalement et qu'on voit qu'on n'est pas seul à être comme ça, mais c'est une bouffée d'oxygène incroyable. Et je lui en étais très reconnaissante parce que c'est grâce à ça aussi que Vénus et Amazon est née, parce que j'avais vraiment envie de prendre soin et de m'occuper des femmes hypersensibles. Super. Et donc, du coup, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à créer Vénus et Amazon début février. Je me suis lancée sur Instagram fin février. Et j'ai suivi un coaching business pour m'aider avec, justement, avec Aline, pour m'aider à créer ma... Coucou Aline. Voilà. Salut. Coucou Aline. C'est aussi vraiment en partie grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Et si elle était là, elle me dirait, mais non, c'est grâce à toi. Voilà. Et grâce aux deux, on va dire comme ça, voilà. Mais effectivement, je me suis jamais sentie aussi bien dans un métier. Et je sais qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour Vénus et Amazon. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et j'aide déjà des femmes en ce moment qui ont choisi de faire le programme CARE. Et voilà où j'en suis actuellement. Et ça continue d'avancer, ça continue de se développer. Et je suis très contente et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. Et voilà. Super. Merci pour ce partage. Tu nous parleras de ton programme un petit peu plus tard dans l'interview. Super parcours, merci du partage. Oui, parce que c'est vrai que tu parles de quelque chose de très très intéressant, enfin de très vrai, surtout que c'est que l'épanouissement au travail, on passe quand même même la moitié de son temps au travail, quoi. Et c'est vrai que, comme tu le soulignes, c'est effectivement le travail d'introspection, tout ça, c'est vrai que ce serait nécessaire quand même de l'inculquer. Pas tout de suite au collège ou voilà, mais un peu plus tard quand même pour aider un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à suivre. Alors soit on suit, moi j'ai suivi la voie de ma sœur. Voilà, enfin, ma sœur elle a fait ça, donc allez, je vais faire pareil. Mais voilà, on suit les grands frères, les grandes sœurs, on suit ce qu'on nous a dit et bon voilà, généralement c'est pas forcément bien. En fait, on nous construit une zone de confort, mais on ne se construit pas sa propre zone de confort parce que c'est tellement plus facile, on va dire, de faire comme les autres parce qu'on nous a toujours appris à rentrer dans le moule, on nous a toujours appris à ne pas faire de vagues, à rentrer dans les cases qu'on nous a conçues finalement, sauf qu'on ne rentre pas dans des cases. C'est ça. Personne ne rentre dans des cases. Tout à fait. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet, donc de l'hypersensibilité. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit portrait de ce qu'est vraiment l'hypersensibilité? Bien sûr. Alors, l'hypersensibilité, moi, je le définis vraiment, et d'ailleurs,
on va dire que des psychologues, des psychothérapeutes et des chercheurs le définissent vraiment comme une intelligence émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on est basé, notre personnalité en fait est basée sur les émotions. Donc, en fait, on va vraiment ressentir les choses beaucoup plus intensément que la moyenne, c'est-à-dire que par rapport à une personne moins sensible, qui n'est pas forcément hypersensible, on ne va pas avoir de carapace. On va être toujours à vif. Les choses qu'on va nous dire, on va les prendre directement pour nous. On a une très grande empathie, donc c'est-à-dire que si quelqu'un dans notre entourage est triste, on va ressentir, mais encore plus que lui, cette tristesse. Et on va vraiment avoir une capacité à se mettre à la place des autres. Et surtout, on va avoir aussi ce besoin de vivre intensément la vie et surtout à se remettre beaucoup en question. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'hypersensibilité, pour moi, c'est un don. Déjà, il faut le savoir. C'est quelque chose de très positif. Et malheureusement, en fait, toutes les femmes que j'ai au téléphone en appel découverte ou en coaching et qui me parlent de leur hypersensibilité, le prennent comme quelque chose de négatif parce qu'elles ont peur de rentrer dans une case, d'être stigmatisées, etc., de passer pour des personnes faibles qui pleurent tout le temps, alors que c'est tellement loin de ce que c'est vraiment l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est vraiment un don, c'est un indicateur de bonheur et c'est ce qui vous permet justement de ne pas rester dans une situation qui ne vous convient pas, ça vous permet de ne pas rester avec une personne qui ne vous convient pas. C'est vraiment un indicateur et un levier aussi qui vous permet de toujours en fait faire l'effort de trouver ce qui vous correspond et d'être à la bonne place. Parce qu'une hypersensible, en fait, elle ne peut pas rester dans un endroit où les stimuli ne lui conviennent pas, où elle est sursollicitée, où le travail ne lui convient pas, où la personne avec qui elle est en relation amoureuse, par exemple, ne lui convient pas. C'est pas possible. En fait, on est même incapable de rester dans un endroit ou dans une situation qui ne nous va pas, on surréagit et jusqu'à trouver justement ce qui nous convient. Et là, en fait, on se sent apaisé complètement. Et c'est important de suivre son instinct et surtout son intuition d'hypersensible. Ok, super, merci beaucoup. Alors, voilà, tu as répondu un petit peu dans ton parcours. Comment tu as su que tu étais hypersensible? Donc, c'était donc justement grâce à ta belle-mère, en fait, c'est ça. Grâce à ta belle-mère, en fait, voilà. Ok. Et en fait, je ne connaissais pas du tout, honnêtement, avant qu'elle m'en parle, je ne connaissais pas du tout l'hypersensibilité. Enfin, j'avais entendu parler un petit peu des zèbres, etc., mais très, très vaguement, et je me suis dit, bon, encore des cases, voilà. Mais moi, je me suis dit, tu vois. Et finalement, quand elle m'en a parlé, que j'ai acheté des bouquins dessus, que je me suis renseignée, etc., je me suis dit, mais bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a autant de types d'hypersensibilité que de femmes hypersensibles. Tu vois. Effectivement, il y a un socle. D'ailleurs, j'ai un test dans ma bio Instagram, suis-je hypersensible, que j'ai créé moi-même avec tous les aspects de l'hypersensibilité. Et justement, en fait, il y a forcément un socle, donc le côté empathie, le côté ressentir les émotions beaucoup plus intensément que la moyenne, le côté vraiment ne pas se sentir à sa place, se sentir incomprise, etc., se sentir toujours à fleur de peau. Bien sûr, c'est un socle, évidemment, mais on n'est pas toutes pareilles finalement en tant que femmes hypersensibles. Évidemment, encore une fois, il y a vraiment autant de types d'hypersensibilité que de femmes hypersensibles, et ça, j'en suis convaincue parce qu'on est toutes uniques, on a toute notre essence unique en nous, et c'est ça qu'il faut exploiter, clairement. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on apprivoise cette hypersensibilité? Alors déjà, comment on l'accepte pour les personnes parce que comme tu le disais très justement, beaucoup de femmes se disent encore, voilà, sont plutôt dans ce qui est négatif, se dire, oh là là, non, je suis hypersensible, genre ça veut dire que je pleure tout le temps, genre ça veut dire que je suis faible, enfin voilà. Donc, comment est-ce qu'on l'accepte déjà dans un premier temps et comment est-ce qu'on l'apprivoise ensuite? Alors, je dirais déjà que la première chose à faire, hyper importante, c'est de changer ses croyances. C'est de changer ce qu'on pense de l'hypersensibilité et surtout ce que notre entourage pense de l'hypersensibilité. Parce que je pense que depuis que je suis coach, j'ai rencontré beaucoup de femmes et j'ai eu l'occasion de partager beaucoup avec elles et d'échanger. Et en fait, c'est pas tellement d'elles que viennent les fausses croyances, c'est de l'entourage, tu vois. Et souvent, elles n'osent pas en parler, elles n'osent pas expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, elles n'osent pas communiquer sur le sujet parce qu'il y a une sorte de culpabilité, de honte de ne pas être comme les autres, alors qu'en fait, au contraire, on devrait être fier d'être différent et surtout d'avoir à apporter quelque chose d'hyper positif au monde, finalement, et d'hyper positif à notre entourage. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment de changer ses croyances. Donc,
moi, j'ai un petit exercice très simple à faire aux personnes qui nous écouteront. C'est de prendre une feuille ou un cahier vierge. Et à gauche de la feuille, vous allez écrire en fait toutes les croyances que vous avez entendues sur l'hypersensibilité, toutes les croyances que vous pensez sur l'hypersensibilité. Donc, par exemple, être hypersensible, c'est pleurer tout le temps. Être hypersensible, c'est encore être stigmatisé, c'est rentrer dans une case, c'est être faible, etc. Donc, toutes les croyances négatives, limitantes à gauche. Et à droite, écrire les nouvelles croyances et ce que nous, au fond de nous, on pense de l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, c'est un don. L'hypersensibilité, c'est un indicateur de bonheur qui me permet de ne pas rester dans une situation qui ne me convient pas. L'hypersensibilité, c'est quelque chose de plein de possibilités, de plein de... je perds mes mots. De plein de potentiel, enfin de plein de potentiel, etc. De plein d'opportunités. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Et c'est en fait la feuille de gauche, la barrer et surtout écrire tous les jours nos croyances positives sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et surtout voir le côté positif. Donc par exemple, l'hypersensibilité, c'est ressentir les choses plus intensément. Donc finalement, c'est être beaucoup plus riche dans notre vie de tous les jours. Par exemple, être hypersensible, alors oui, on est très dans l'empathie dans l'hypersensibilité, mais ça nous permet de mieux comprendre les autres, de ne pas louper des détails, de mieux communiquer, etc. Donc, c'est vraiment écrire toutes les croyances positives et les nouvelles croyances tous les jours. Et c'est vraiment se définir comme étant un être positif parce qu'on a un don en plus que les autres. C'est vraiment ça l'exercice. Et l'idéal aussi, c'est de faire de l'écriture intuitive. Et l'écriture intuitive, je trouve que c'est un exercice hyper puissant en coaching parce que, par exemple, tous les matins ou tous les soirs, par exemple, ça dépend de l'énergie de chacune, écrire, vraiment commencer à écrire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a dans notre être, tout ce qu'on a dans notre corps, tout ce qu'on a dans notre tête, l'écrire et le formuler à l'écrit sur un papier et se vider complètement. Et on peut très bien se dire au début, c'est nul ce que j'écris, etc., ça ne sert à rien, mais le faire quand même parce que finalement, ça va nous apprendre beaucoup de choses, il y a beaucoup de prises de conscience qui vont arriver, donc c'est vraiment écrire sans s'arrêter, vraiment sans réfléchir et sortir tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Et puis si des fois au début ça nous paraît en surface, plus on écrit et plus en fait ça va au fond. Donc... Exactement, complètement. Ouais. Ok, super. Et après ça part tout de suite, on se dit voilà. C'est ça. Bah, super, merci beaucoup pour ces petites pistes d'exercice, c'est génial. Alors, une autre question, comment fait-on justement quand on se sent incomprise, surtout avec ses proches qui ne comprennent pas forcément l'hypersensibilité et qui sont peut-être un peu carrément à l'inverse d'un comportement hypersensible, qui sont carrément, enfin, si je ne veux pas dire normaux, parce que ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je ne trouve pas mon... Pas complètement ce que tu veux dire. Mais voilà, je pense que tout le monde a compris. Alors moi, mon grand conseil, et d'ailleurs, je conseille un livre pour ça, c'est les 4 accords Toltec. Et en fait, le deuxième accord Toltec, déjà, c'est ne pas prendre les choses pour soi personnellement. Et souvent, quand on est hypersensible, on prend les choses pour soi et ça nous irrite, alors qu'en fait, ça appartient vraiment à la personne qui est en face de nous. Et ce que je pourrais dire surtout, c'est de ne rien attendre des autres. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans un de mes posts sur Instagram il n'y a pas longtemps. C'est qu'un des secrets du bonheur, c'est de ne rien attendre des autres et de ne pas attendre d'être comprise. Parce que si on attend d'être comprise de la part des autres, on vivra une vie de frustration parce que les autres ne peuvent pas forcément nous comprendre parce qu'ils ne sont pas nous, ils ne sont pas à notre place, ils ne sont pas en nous. Et la meilleure manière justement de vivre son hypersensibilité, et en tout cas de la faire, de la rendre un peu plus accessible aux autres, c'est la communication. C'est ne pas avoir peur de communiquer ce qu'on ressent, c'est ne pas avoir peur de communiquer qui on est, notre fonctionnement et d'expliquer ce qu'est l'hypersensibilité et que d'envoyer des articles, de vraiment avec des mots simples, d'expliquer simplement en fait comment on se sent, ce qu'on ressent. Et encore une fois, la communication, pour moi, c'est vraiment
le saint graal, en fait, d'une relation saine. Parce que forcément, on peut reprocher aux autres de ne pas être assez ci, de ne pas être assez ça, de ne pas faire les choses comme ça, etc. Mais les autres ne sont pas dans notre tête et ils ne peuvent pas deviner nos émotions, ils ne peuvent pas deviner ce qu'on ressent. Donc, encore une fois, s'affirmer, avoir confiance en ce don, finalement, que l'univers nous a donné et savoir l'expliquer aux autres avec des mots simples et surtout dire ce qu'on ressent dans certaines situations, etc. Et encore une fois, voilà, l'expliquer très simplement. Ok. Et alors, justement, tu viens de nous donner un petit conseil là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Alors, tu sais que moi, en fait, ma communauté, c'est des femmes entrepreneurs. Et du coup, Oui. est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux femmes entrepreneurs qui nous regardent et qui sont justement hypersensibles, qui sont confrontées en fait à tout ce qu'on, comme les montagnes russes émotionnelles dans la journée, hein, voilà, dans notre journée de travail. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour gérer un petit peu ces émotions? Et ben, tu sais quoi, je suis entrepreneur et je suis hypersensible, donc ça tombe bien. Voilà. Et moi, je vis très souvent voilà, des montagnes russes émotionnelles, ça c'est clair. Il y a un jour où je vais péter le feu, j'ai plein d'énergie, etc. Et l'heure d'après, je vais être au fond du trou en train de me dire mais c'est de la merde ce que je fais. Mais en fait, je pense que le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'accepter et d'accueillir. Accepter qu'on peut ressentir les choses, que dans notre journée, on peut faire vraiment ça, complètement. C'est juste de mettre sa ceinture et de s'accrocher et d'accueillir et surtout de lâcher prise. Et de se dire que c'est normal. Déjà, d'être entrepreneur non hypersensible, on vit des montagnes russes aussi, pareil. Et quand on est hypersensible, on le ressent encore plus et surtout, on se dit, il n'y a personne pour me comprendre, pour m'aider, etc. En fait, il n'y a que moi. Et je dois me sentir et, on va dire, développer ma sécurité intérieure. Et c'est se dire, en fait, surtout, que c'est normal, que c'est OK, que d'accepter finalement qui on est et ses émotions un peu forcément volcaniques parfois. Et le conseil que je peux donner, moi, c'est ce que je fais très souvent, c'est que quand je traverse des périodes vraiment où je suis au fond du seau et où je n'arrive pas, clairement, je prends un signe, etc., j'écris. Vraiment, j'écris ce que je ressens, j'écris tout, un peu comme un journal intime, mais en fait, là, par exemple, avant-hier, j'ai écrit au moins 6 pages, et ça m'a fait un bien fou, parce que ça me permet déjà de me sentir dans le non-jugement. Je n'attends pas de réponse de quelqu'un, mais juste d'écrire, et en fait, j'ai eu plein de prises de conscience qui me disaient finalement, en fait, c'est pour ça que je me sens bloquée, c'est pour ça que je me sens complètement submergée parfois, que je ne trouve pas l'inspiration ni la force de faire certaines choses. C'est juste d'écrire ce qu'on ressent et d'accepter et d'accueillir les émotions. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nos émotions, elles ont toujours un message à nous faire passer. Et c'est de comprendre, en fait, chaque émotion. Et d'ailleurs, il y a un petit exercice d'art-thérapie que j'aime beaucoup. L'exercice, c'est de prendre une feuille blanche et, en fait, de penser très fort à l'émotion qu'on ressent actuellement et qui nous empêche d'avancer, finalement. Et c'est de la concrétiser. Donc, en fait, on va la dessiner. Donc, on va mettre des formes, des mots, des couleurs, etc. Et en fait, cette feuille blanche autour de nous, on va se dire, OK, mon émotion, ce n'est pas moi. Maintenant, elle est sur cette feuille et elle est complètement indépendante de moi. Et on va se dire, qu'est-ce que cette émotion a à m'apporter? Pourquoi je ressens cette émotion? Qu'est-ce que cette émotion a à me dire? Et en fait, on fait une page d'écriture et on écrit tout. On imagine en fait ce que cette émotion a envie de nous dire. Finalement, on l'humanise et on la rend vivante. Et on écrit tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'il y a dans notre cœur, finalement, dans notre âme. Et finalement, on est parfois très surpris de l'écriture intuitive et surtout de matérialiser l'émotion. Et après, quand on a fini, donc on plie la feuille et on la met de côté et on se dit, OK, cette émotion, je viens de la sortir de moi. Et maintenant, elle est de côté. Ça lui appartient. C'est sa responsabilité à elle de ressentir ce qu'elle ressent. Mais moi, je n'ai pas envie de ressentir ça sur le moment. J'ai compris ce qu'elle avait à me dire. J'ai compris quel était le message derrière cette émotion. Maintenant, je me pose et je fais le point. D'accord, super. Très bon exercice. Merci beaucoup. Plaisir. Ok. Alors,
Ah bah oui, justement, on en a parlé du livre à conseiller sur le sujet de l'hypersensibilité. Tu as parlé des 4 accords Toltec. Pour toi, Et ça ben, là? Hmm, je ok. pense que c'est vraiment mon livre préféré. Hmm, Je pense que c'est un vrai chemin de vie et je pense que c'est des vraies choses à suivre pour sa propre vie. Parce mhm, qu'en fait, après, tu vois, ça c'est vraiment les 4 piliers du bonheur de Don Miguel, par exemple, mais on peut très bien se créer ses propres piliers du bonheur. Donc, par exemple, euh, mieux communiquer, par exemple, s'écouter plus, par exemple, ne pas faire attention au regard des autres, se détacher de la peur du regard des autres, etc. On peut chacun en fait développer ses piliers du bonheur pour une vie plus épanouie, plus alignée. mhm. Et effectivement, si je devais choisir un livre, ce serait celui-ci. D'accord, super. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de ce que tu proposes? Justement, tu nous parlais de ton programme CARE au début d'interview. Je te laisse en parler un petit peu plus. Ça marche. Et ben, alors, le programme CARE, donc c'est un programme d'accompagnement de 3 mois donc, qui contient 14 modules répartis en 9 étapes. Donc, le but, c'est vraiment de trouver le métier qui correspondra à la personne qui choisit de faire ce programme à 100%. Parce que oui, c'est possible en fait d'aimer ce qu'on fait et d'être payé pour ça. Et le programme CARE, donc ça passe par beaucoup d'étapes. C'est un très grand voyage d'introspection. Et surtout, ça a vraiment pour but, non pas juste de trouver un métier parmi tant d'autres, non, moi, c'est pas du tout mon but. C'est vraiment, en fait, donc dans la première partie, d'aider la personne à se développer personnellement. Donc, on va aller plonger dans son passé, on va aller écrire son histoire, on va aller analyser son histoire de vie, de son jour de naissance jusqu'à aujourd'hui. On va travailler sur son enfant intérieur, on va travailler vraiment sur ses valeurs, sur l'éducation qu'elle a reçue, sur le poids transgénérationnel. On va travailler sur son héritage familial, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui et comprendre son fonctionnement, pourquoi elle a ses peurs, pourquoi elle a ses croyances. Et de la deuxième partie du programme, on va vraiment travailler sur le développement professionnel. Donc, on va là, du coup, travailler sur la vie professionnelle de la personne, ses expériences, etc. Et du coup, on va vraiment aller déceler ses talents, ses savoir-être, ses savoir-faire, sa vocation, sa mission de vie, sa zone de génie surtout, et voir ce qu'elle fait mieux que les autres, parce qu'on a tous quelque chose en nous qu'on fait mieux que les autres, plus naturellement, où on ne voit pas le temps passer. Et on va vraiment travailler sur les réussites de la personne, ses compétences, dans le but justement de trouver le métier et le projet qui fera vibrer la personne et qui aura vraiment du sens pour elle, où elle pourra Mhm, s'épanouir pleinement. mhm. Et du coup, le programme CARE, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, on me demande souvent si c'est compatible avec un bilan de compétences. Alors, en fait, le programme CARE, tout simplement, c'est un bilan, une sorte de bilan de compétences, parce que moi, j'aime pas du tout le mot bilan de compétences, parce qu'effectivement, je trouve que savoir qu'on sait faire de la gestion de projet ou qu'on est organisé, ça n'avance pas beaucoup, enfin, ça n'apporte pas grand-chose dans la vie d'une personne. Ce qu'on veut savoir, en fait, c'est vraiment ce qu'elle a dans les tripes. C'est vraiment sa lumière intérieure, ce qu'elle a dans le cœur et vraiment travailler sur son unicité. Donc oui, bien sûr, on aura clairement matière à reprendre confiance en soi avec le programme CARE, d'ailleurs, c'est le but. Et en plus de ça, il y a une étape dédiée à l'hypersensibilité et à la gestion des émotions, à la confiance en soi, etc. Parce que c'est tellement important de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir alignée, sereine et de développer sa sécurité intérieure. Et du coup, le programme CARE, voilà, c'est un programme hyper complet, en fait, qui reprend tout ce dont on a besoin euh, pour justement être épanoui, trouver son équilibre et trouver le métier fait pour nous. Super. Bah, ça m'a l'air d'être un très très beau programme, en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour ce que tu as créé. Alors, on va passer un petit peu à toi plus spécifiquement. Est-ce que tu doutes? Alors, j'imagine que oui. En plus, en étant hypersensible, on doute beaucoup. Alors, est-ce que tu doutes, voilà, professionnellement? Comment ça se manifeste et qu'est-ce que tu fais pour dépasser ça? Moi, quand j'ai des doutes, d'ailleurs, c'est normal, hein, il faut savoir d'hésiter, d'avoir des doutes, de se remettre en question. Enfin, la vie, c'est pas linéaire, hein, c'est plein de remises en question, plein de prises de conscience. Pardon. Et clairement, quand j'ai des doutes,
Et bien en fait, c'est très simple. Je pense que je vais reprendre l'un des conseils que j'avais donné un petit peu plus avant. C'est vraiment de se poser la question du pourquoi on a des doutes et en fait, de ce que l'on ressent quand on a des doutes. Tu vois? Si on Mm. a des doutes, en fait, ça peut être deux choses. Soit c'est notre mental qui essaye à tout prix de nous faire re-rentrer dans le salariat et de nous dire bon, allez, finis les conneries, maintenant tu rentres dans ta zone de confort et tu n'y sors plus. Ou Mhm. alors, c'est des vrais doutes qui peuvent être vraiment un indicateur euh, et un peu un mode warning. Genre, attention, là, c'est quelque chose qui ne vibre pas en toi, donc il faut que tu comprennes pourquoi ça ne vibre pas et comment ça pourrait vibrer. Par Mm. exemple, moi, j'ai eu un doute il n'y a pas longtemps, finalement, donc je peux en parler. Euh, En fait, j'ai envie de créer une mini formation en fait qui va vraiment traiter de confiance en soi, des peurs, des croyances. En fait, ce sera vraiment une mini formation à petit prix qui va permettre vraiment de Mhm. se libérer de nos pensées, de se libérer de nos croyances, de se libérer de notre mental et de retrouver cette confiance et justement de permettre à la personne de passer à l'action et de déplacer des montagnes. Voilà. Et là, c'est la situation actuelle que je te dis, vraiment cette formation qui me fait vibrer, ce sujet qui me fait vibrer. Mais avant, je voulais faire 3 mini-formations, donc une sur l'hypersensibilité, une sur la confiance en soi et une autre sur les émotions, etc. Et en fait, il y avait quelque chose J'avais beaucoup de doutes, je n'arrivais pas à entamer le travail pour créer ces formations. Euh, et en fait, j'ai compris que ce n'était pas mon mental qui parlait, c'était plutôt mon intuition et ça ne vibrait pas en moi. Et en fait, Mhm. c'est simplement que j'avais envie de créer une formation regroupant tout ça, une seule et unique formation. Euh, et en fait, en écrivant, justement, en faisant de l'écriture intuitive, je me suis rendu compte que ce que j'avais vraiment envie d'apporter aux femmes, c'était déjà de l'amour, de la confiance, de la sérénité, de l'alignement, de leur montrer en fait qu'elles ont tout en elles pour réussir, qu'elles ont plein de capacités, qu'elles sont pleines de valeurs, qu'elles sont pleines de talents et qu'elles doivent sortir de ce carcan familial et sociétal pour passer à l'action et pour vivre une vie vraiment 100% adaptée à elles et ne pas, elles, s'adapter à la société. Ouais. Et en fait, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait, bah, là, depuis hier, je suis à fond sur cette formation et j'ai réussi à me débloquer. Mhm. Donc, encore une fois, c'est ne pas se braquer, voir si c'est son mental ou son intuition qui parle. Et c'est de savoir pourquoi on doute et d'écrire les choses qui nous passent par la tête. Mm. Vraiment. Ouais, encore une Et fois, l'écriture, c'est vraiment c'est. une Ah ouais. thérapie, j'ai envie de dire. Je sais pas si Ah, c'est. mais c'est clair, c'est complètement Mm. thérapeutique et vraiment, ça fait beaucoup de bien. Mm. Ok, super. Alors, comment est-ce que tu fais pour préserver l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Est-ce que tu as un équilibre? Tu le vois, cet équilibre déjà? Ça, c'est une excellente question parce que moi, en général, je préfère que tout soit homogène plutôt que hétérogène, tu vois. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ma vie pro et ma vie perso ne sont pas toutes les deux indépendantes. Alors, bien sûr, sur le papier, elles le sont, mais je sais que je parle beaucoup avec mon copain de mon activité, je parle beaucoup de mes doutes, de mes questionnements, de mes remises en question, etc. Et en fait, ben, lui aussi adore en discuter avec moi. Donc, finalement, les deux vraiment se Mm. matchent ensemble. Et en fait, c'est ça mon équilibre. J'ai pas du tout envie de me dire, ok, dès que j'ai fini de travailler, je ferme la porte du bureau et Oui, fini, j'y pense. Non, j'en c'est parle pas plus, j'y pense plus, ouais, c'est compliqué, hein. impossible. Parce que j'y pense, j'ai des nouvelles idées, j'en rêve la nuit, j'en parle à plein de gens. Donc forcément, en fait, c'est un vrai équilibre dans le sens où ça se complète. Mm. Je Mm. sais que je ne pourrais ni me passer de l'un ni me passer de l'autre. Et c'est comme ça, en fait, que je trouve vraiment l'équilibre qui va bien. Voilà. Mm. Après, voilà, il faut savoir décrocher aussi de son travail de temps en temps. Par exemple, j'ai fait une grosse pause là, enfin, mi-juillet, je crois. Et ça me fait beaucoup de bien de décrocher parce que, mine de rien, bah, ça permet aussi de prendre du recul, de vraiment fermer la boîte et vraiment de se reposer, de se ressourcer. Et en fait, bah, ça m'a fait gagner en créativité vraiment incroyablement bien. Mhm. Et voilà, comment je trouve mon équilibre. Mhm. En tout cas, Ok, c'est vraiment une super. question de feeling, clairement. Mm. Ok.
Ok, ok. Alors, deux petites questions pour finir l'interview, hein, qui n'ont rien à voir avec le travail, hein, juste pour te connaître Oui. un petit peu mieux. Alors, bon, bah, ma première question, c'est quel est ton livre préféré? Donc, je ne sais pas si tu vas me donner une Et réponse. bien, sinon, on va en donner le nôtre. Bon, c'est parfait. Alors, vas-y. Déjà les 4 accords Toltec, encore une fois. Mais enfin, j'ai lu aussi le livre de Natacha Calestrem, c'est La clé de votre énergie. Et D'accord. en fait, elle parle des maux psychosomatiques du corps et que tous les maux, donc MAUX, qu'on ressent sur son corps, donc ça peut être par exemple la thyroïde, ça peut être des otites, ça peut être de l'eczéma, du psoriasis, etc. En fait, elle donne toutes les significations que ça veut dire et les messages qu'essaie de nous faire passer notre corps parce que Hmm. faut savoir en fait, c'est que on ingurgite et on intériorise beaucoup d'émotions. Et en fait, elle dit quelque chose qui est extrêmement vrai et super intéressant, c'est que en fait, nos cellules sont composées à 99% de traumatismes, d'émotions, etc. Et que ça finit forcément par ressortir quelque part dans le corps. Et suivant où ça ressort, en fait, le message est très clair. Et j'adore parce que effectivement, je suis beaucoup en ce moment dans l'écoute de mon corps, donc notamment dans l'alimentation intuitive, etc. J'écoute beaucoup mon corps, j'essaie de voir un peu les messages qu'il essaie de me faire passer. Donc, notamment ce livre-là que j'adore, qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Et il y en a un deuxième, c'est donc, le livre de Lily Barbery, c'est La réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi. Et on va dire que je pense sincèrement que c'est une des missions du siècle de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à s'estimer, de réapprendre à éprouver de l'amour pour soi et en fait de s'aimer suffisamment pour se protéger finalement de ce que nous renvoie la société, des standards de beauté, des nanas sur Instagram qui ne sont pas réelles finalement. On en vient à se détester de ne pas être comme ces filles-là, alors que ce n'est pas ça être une femme. Être une femme, c'est être unique, c'est être pleine de défauts. On peut avoir des vergetures, de la cellulite, on peut avoir le ventre tout craquelé, mais c'est finalement notre corps qui nous permet d'avoir plein de plaisir, de créer la vie, d'avoir des orgasmes, de ressentir le goût des aliments, enfin, tous ces plaisirs-là de la peau, etc., que notre corps nous permet finalement de ressentir. Et moi, je trouve ça génial, en fait, et je trouve ça tellement dommage de flageller notre corps alors qu'il nous apporte tellement de choses, de protection et d'abondance, finalement. Oui, C'est très dur. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. En plus de relier aussi, justement, corps-esprit. Hein. De toute façon, ça, c'est. Exactement. Super. Exactement. Eh ben, génial pour les livres. Tu vois, j'en ai deux que je ne connais pas, donc j'irai voir tout de suite après. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Pardon? Je te les conseille vraiment, ils sont vraiment géniaux. Ouais. Ah oui, 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 j'irai voir. Et la dernière question, alors, quelle est ton activité favorite? Oh, tu sais, je pense que n'importe quel hypersensible te dira, je n'ai pas une activité, mais j'en ai 1000. Voilà, c'est ça. Bon, Mais bon, s'il fallait que j'en choisisse une, allez, une ou deux. oh là là. Allez, une ou deux. Eh ben, laisse-moi réfléchir. Bah, honnêtement, je dirais mon travail, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une passion de travailler pour aider les gens, de me remettre en question. Et surtout, en fait, ce que j'adore, c'est le développement personnel en général. Tu vois, en fait, lire tout simplement des livres qui me nourrissent, qui m'apprennent des choses, enfin, qui m'apprennent toujours des choses, de suivre des formations. Par exemple, tu vois, là, j'ai suivi une formation dernièrement qui était justement sur l'abondance financière, la relation à l'argent, etc. Et en fait, j'ai appris plein de choses et en fait, j'ai eu plein de prises de conscience. Donc, vraiment, une de mes activités préférées, c'est vraiment l'apprentissage, tu vois, travailler sur moi, les remises en question, etc. Vraiment, ce côté-là, j'adore. Et quelque chose de plus loisir, je dirais en fait voyager, pas forcément prendre l'avion, tu vois, juste un week-end des paysans. Par exemple, tu vois, ce week-end, on va en Provence, on va passer une journée en Camargue. C'est vraiment m'imprégner du lieu, profiter de la nature, me ressourcer, ne penser à rien, profiter juste des gens que j'aime, qui comptent pour moi. Et, et voilà quoi. En plus de ça, j'adore lire, faire de l'aquarelle. Bientôt, je vais me mettre à la guitare, voilà. Donc,
pas mal d'activités qui me plaisent et qui sont des sources d'énergie pour moi, clairement. Oui, super. Ben, génial. Écoute Camille, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour le temps que tu m'as accordé et que tu accordes aussi aux femmes entrepreneurs qui vont te regarder et qui, je suis sûre, vont pouvoir trouver dans cette interview des astuces pour mieux accepter leur hypersensibilité et s'affirmer en tant que telle. Okay. Alors voilà, donc j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine interview. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez différentes interviews et différentes vidéos aussi sur d'autres sujets. Merci encore Camille. Et merci à toi Linda. Et merci à toutes pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À très bientôt.